Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Alors, comment passer d'une phrase correcte à une phrase qui a vraiment du relief, qui vit? Aujourd'hui, on va explorer l'art des adjectifs en français, voir comment ils peuvent transformer notre façon de parler en y ajoutant de la couleur, de l'émotion, bref, de la vie. Et voilà une idée qui résume tout parfaitement. J'adore cette métaphore. Les adjectifs ne sont pas de simples outils de grammaire, non, ce sont les pigments, la palette de couleurs avec laquelle on peint notre réalité en français. Regardez ça! La différence est flagrante, non? D'un côté, on a un beau coucher de soleil, d'accord? C'est factuel. Mais de l'autre, flamboyant, apaisant, magique. Ah, là on y est. On voit les couleurs, on ressent le calme. On ne décrit plus, on fait vivre une expérience. Bon, alors comment on fait concrètement pour passer de l'un à l'autre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est de maîtriser cet art pour que nos mots prennent vraiment vie. Et c'est ça le point absolument crucial. Ce n'est pas juste une leçon de grammaire, loin de là. C'est une question de s'approprier la langue, de la faire sienne, pour pouvoir partager une vision du monde qui est unique. On pourrait croire que c'est hyper complexe, mais en fait, pas tant que ça. Toute cette richesse, toute cette nuance, eh bien, elle repose sur deux grands principes fondamentaux. Juste deux piliers. Allez, on attaque le premier, le plus technique, on va dire. C'est la fondation, la mécanique de base pour que tout sonne juste. L'accord. L'accord, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simple. C'est la règle qui assure que l'adjectif danse en harmonie avec le nom qui l'accompagne. C'est pour que la phrase soit musicale, qu'elle coule bien à l'oreille. Et la règle de base, elle est plutôt simple. On prend un livre intéressant. Au pluriel, facile, on ajoute un S. Des livres intéressants. Pour le féminin, une histoire intéressante, on ajoute un E. Et donc, au pluriel féminin, on met les deux. Des histoires intéressantes. C'est le schéma le plus courant. Ok, d'accord, c'est vu. Ça, c'est la technique. Maintenant, on passe à l'art. Le deuxième pilier, la position de l'adjectif. Et là, croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. En général, en français, l'adjectif se place après le nom. Une voiture rouge, un ciel bleu. Simple. Mais il y a une petite vingtaine d'adjectifs, souvent des mots courts et très courants, qui aiment se placer avant. Et ce petit changement de place, eh bien, ça peut tout changer. Voilà l'exemple parfait. C'est fou, non? Prenez un grand homme. Là, on pense à une figure historique, un artiste, un homme important. Maintenant, mettez grand après. Un homme grand. On parle juste de sa taille. Ce n'est plus du tout la même chose. Le sens est complètement transformé par la position du mot. Bon, la théorie c'est bien beau, mais comment on fait pour que ça devienne un automatisme? Comment intégrer tout ça pour que ça vienne naturellement? Voici quelques petites astuces, des jeux pour s'entraîner. D'abord, on peut prendre un objet du quotidien et essayer de le décrire avec 3 adjectifs différents selon l'humeur. Ensuite, on peut jouer au jeu des contrastes. Décrire quelqu'un avec des mots opposés, juste pour voir. Et enfin, une très bonne habitude. Tenir un petit journal des sensations et commencer chaque entrée par « Aujourd'hui je me sens » et voir ce qui vient. Allez, on monte d'un cran. On va voir maintenant une technique un peu plus avancée. Un secret qui révèle une nuance que peu de gens maîtrisent vraiment. C'est là qu'on commence à vraiment jouer avec la langue. Regardez bien ça. Si on dit « une femme pauvre », c'est un fait, c'est objectif, elle n'a pas d'argent. Mais si on dit « une pauvre femme », ah, là c'est tout autre chose, on exprime de la pitié, de la compassion. L'adjectif placé avant ne décrit plus seulement, il donne un avis, il injecte une émotion. Mais attention, après toutes ces règles, il faut bien des exceptions, sinon ce ne serait pas le français. Il existe des adjectifs qu'on appelle invariants, des petits rebelles, si on veut. Eux, ils refusent de s'accorder. Par exemple, une couleur qui vient d'un nom de fruit, comme orange, ne s'accorde pas. Une robe orange, des robes oranges, ça ne bouge pas. Pareil pour les couleurs composées, un pull bleu clair, des pulls bleu clair. Ou pour les mots empruntés à d'autres langues, comme rock. Facile, non? Et au fond, on en revient toujours à ça. Le choix d'un adjectif, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. Quand on choisit passionnant plutôt qu'intéressant, on ne cherche pas un synonyme plus fort. On affine sa vision du monde et on la partage. C'est un acte de précision. Alors, on boucle la boucle, on revient à notre image du début, celle des pigments, et la question se pose pour chacun de nous. Aujourd'hui, maintenant, quel pigment va-t-on choisir pour peindre notre journée? Les adverbes. Souvent, on les voit un peu comme de simples accessoires grammaticaux, quoi. Oui, un peu la décoration. C'est ça, la décoration sur le gâteau de la phrase. Mais en fait, les sources qu'on a aujourd'hui, elles nous poussent à voir ça de manière complètement différente. Mhm. Prenez une phrase toute simple. Je cours. Bon, c'est correct, c'est clair, ça donne l'info. L'information brute, oui. Exactement.
Mais si on dit « je cours rapidement » ou encore mieux « je cours joyeusement », là, tout change. L'action prend une couleur, une émotion, une intensité. Ce n'est plus du tout la même histoire. Non, absolument pas. Notre analyse du jour va justement porter sur ça. Comment ces mots, parfois très discrets, transforment un français qui est juste fonctionnel en un français vraiment vivant, expressif. Et pour ça, on se base sur un guide assez complet qui couvre tout de la grammaire à l'écoute. C'est exactement ça. Et c'est un point essentiel, parce que la maîtrise des adverbes, c'est ce qui fait passer, disons, d'un français de survie, où on communique des faits, à un français plus authentique, où l'on partage vraiment des expériences. On sort du descriptif pur. Tout à fait. C'est l'outil qui permet de préciser une intention, de nuancer une émotion, et même, de manière plus subtile, de déceler ce que veulent dire les locuteurs natifs. Donc, au cours de notre discussion, on va regarder leur formation, leur place dans la phrase, mais surtout, et c'est le cœur du sujet, l'impact qu'ils ont sur le sens. Bon, alors, décortiquons ça. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans l'approche de notre source, c'est qu'elle nous sort tout de suite des listes de vocabulaire à apprendre par cœur. Ah oui. L'idée, c'est de transformer sa perception. Il y a un exercice pratique que j'ai trouvé génial. Chaque matin, il s'agit de décrire son réveil avec un adverbe différent. Intéressant. Un jour, c'est « je me suis réveillé doucement », le lendemain, brusquement et puis paisiblement. Et franchement, j'ai essayé de le faire et c'est assez surprenant comme ça force à réfléchir à son propre état, pas juste à chercher un mot dans une liste. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce choix n'est jamais anodin. L'exercice force une sorte d'introspection. En faisant ça, on n'apprend pas seulement un mot, on l'ancre dans une expérience vécue, presque sensorielle. C'est ça. La source le dit très bien, choisir d'utiliser patiemment au lieu de lentement, ce n'est pas une simple recherche de synonymes. Non, ce n'est pas la même chose. Non. Lentement, ça décrit une vitesse, c'est objectif. Mais patiemment, ça décrit une attitude face à cette lenteur. C'est une façon de partager ce que du guide appelle une attitude intérieure authentique. On n'est plus dans la description, on est presque dans la confession. C'est une belle façon de le dire. Et pour structurer un peu tout ça, les sources nous rappellent les grandes familles. La manière, le temps, le lieu, la quantité. Et une catégorie cruciale sur laquelle on reviendra, je pense, les adverbes d'attitude. Ah oui, ceux qui révèlent le point de vue. Mais avant ça, passons peut-être à la mécanique, parce que c'est là que les choses se corsent souvent pour les apprenants. C'est vrai. On connaît plus ou moins la règle de base, on prend l'adjectif, on le met au féminin et on ajoute « main ». Donc sérieux donne sérieuse, puis sérieusement. C'est le point de départ, oui. Sauf que ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Les exceptions sont nombreuses et ce sont de vrais pièges. Oui, la règle de base est un bon point de départ, mais la vraie valeur ajoutée, c'est de maîtriser les irrégularités. La source en souligne quelques-unes qui sont vraiment essentielles. Comme gentil. Par exemple, gentil ne donne pas gentiment, mais gentiment, sans le E. C'est une bizarre historique qui est restée. Je crois que tout le monde a fait l'erreur au moins une fois. Ah, c'est certain. Et puis, il y a les transformations totales. Bon devient bien, mauvais devient mal. Eux ne suivent aucune règle en moinement, mais ce sont probablement les adverbes de manière les plus utilisés en français. Gentiment. Ah là là, celui-là, il m'a coûté cher. Je me souviens l'avoir écrit dans un email professionnel et oups! C'est le genre de détail qui peut trahir le non natif. Et il y a une autre subtilité, pour les adjectifs qui finissent déjà par une voyelle, comme poli ou vrai. C'est un point très important, ça. Pour ces adjectifs-là, poli, vrai, absolu, on ne passe pas par une forme féminine. On ajoute directement ment à la forme masculine. Poli devient poliment, vrai devient vraiment. Logique, ça évite des constructions un peu bizarres. Exactement. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est avec les adjectifs qui se terminent en ou en. Oui, comme constant ou prudent. Là, la transformation est différente. Tout à fait. Pour les adjectifs en, le suffixe devient amant. Constant donne constamment. Pour ceux en, le suffixe devient aimant. Prudent donne prudemment. Avec un piège. Un énorme piège, qui est phonétique. Dans les deux cas, on prononce amant. Ah oui, c'est vrai. Constamment et prudemment se prononcent pareil à la fin. La distinction est purement orthographique, c'est un héritage de l'ancien français. Et c'est un des points les plus délicats, même pour les Français. D'accord, excellente précision. Alors, une fois qu'on a le bon mot, la question suivante, c'est où est-ce qu'on le met? Le placement, ce n'est pas du tout au hasard. Non, loin de là.
La règle générale, c'est après le verbe. Il parle lentement. Simple. Mais ça se complique avec les temps composés, le passé composé par exemple. Et c'est un point crucial qui révèle beaucoup sur la fluidité de la langue. Les sources sont très claires là-dessus. La longueur de l'adverbe est le facteur décisif. La longueur, Pour les adverbes courts et très courants, comme bien, mal, beaucoup, vite, souvent, leur place naturelle, c'est entre l'auxiliaire et le participe passé. On dira donc « j'ai bien compris d'accord. » ou « elle a souvent voyagé ». C'est la structure la plus idiomatique, la plus naturelle. D'accord, donc les petits mots se glissent au milieu. Mais pour les plus longs comme parfaitement ou sérieusement, la règle c'est plutôt de les mettre après. J'ai compris parfaitement la leçon. C'est la règle de base, oui. Pourtant, et c'est une question que je me pose, j'entends souvent des natifs dire des choses comme « j'ai complètement oublié » ou « j'ai totalement raté ». On dirait qu'ils cassent un peu cette règle. C'est une observation très juste. Et ça nous fait sortir des manuels de grammaire pour entrer dans l'usage réel. La règle de base, c'est-à-dire les adverbes longs après le participe, vise la neutralité, l'élégance. D'accord. Mettre un adverbe long au milieu, ça peut alourdir la phrase. Mais si on le fait volontairement, c'est pour une raison précise. L'emphase. Ah, pour insister. Exactement. Quand on dit « j'ai complètement oublié », on met l'accent non pas sur l'oubli, mais sur son caractère total, absolu. C'est un choix de style. Une petite entorse à la règle pour un effet de sens plus puissant. C'est fascinant. Donc le placement, c'est pas juste une règle, c'est aussi un outil de communication. Et pour les adverbes qui modifient toute la phrase comme heureusement ou probablement. Alors pour cela, la flexibilité est encore plus grande. Comme il commente tout l'énoncé, on peut les placer en tête de phrase pour donner le ton tout de suite. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. On annonce la couleur directement. C'est ça. On peut aussi les insérer au milieu de la phrase, souvent entre virgules, ou même à la fin, mais le placement en début de phrase est le plus courant. Il établit la perspective du locuteur avant même l'information principale. D'accord, alors voyons ça en action maintenant. Les sources insistent beaucoup sur le fait que les adverbes travaillent en équipe pour créer une atmosphère. Imaginons un petit passage, tiré d'un roman par exemple. L'homme avançait lentement dans la ruelle à peine éclairée. Il marchait silencieusement. C'est un exemple parfait. On peut le décortiquer. Lentement, ça pose tout de suite un rythme, une atmosphère de prudence. À peine éclairé. À peine fonctionne ici comme un adverbe, et ça crée une image très forte d'obscurité. De mystère, oui. Silencieusement renforce cette idée de secret. Et puis l'auteur ajoute « la neige qui tombait drutement ». Drutement, c'est un peu littéraire, ça veut dire en abondance. Ça ajoute une texture sensorielle, on sent presque le froid. Et là, la rupture arrive. Soudainement, une porte grinça bruyamment derrière lui. Voilà. Et ces deux adverbes, soudainement et bruyamment, ils brisent complètement le calme et la lenteur qui étaient installés. Ils créent un pic de tension. C'est vrai. Sans ces adverbes, ma phrase serait « l'homme avançait, il marchait, une porte grinça ». On a les faits, mais on n'a ni l'ambiance, ni l'émotion, on n'a pas le suspense. On voit bien comment leur combinaison tisse une vraie toile de fond. Et au-delà de ces descriptions, il y a aussi des structures adverbiales qui sont des piliers de la conversation. J'ai noté dans nos sources l'expression « tellement que ». Ah oui, très puissante. Elle est fantastique pour exprimer une conséquence. L'exemple du bide est très parlant. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie tout habillée. Ça crée un lien de cause à effet qui est super visuel. C'est une structure très expressive, oui. Elle relie une intensité à sa conséquence directe. Et dans la même veine, on a des adverbes qui, tout seuls, portent une charge émotionnelle énorme. Prenons déjà dans une question. Ah oui. Ce n'est pas juste un marqueur de temps. Quand quelqu'un demande « tu as déjà fini ton travail ?», ce n'est pas une simple question. Il y a de la surprise, de l'étonnement face à la rapidité. C'est vrai. Et le temps de la voix change tout. Tu as déjà fini ? Ça me fait penser à l'adverbe de justement, qui est si difficile à traduire directement. Très difficile, justement, c'est un outil de cohésion dans une conversation. Si on parle de la difficulté de trouver un bon restaurant et qu'un ami répond « justement, j'ai une nouvelle adresse à te proposer », l'adverbe connecte sa proposition directement au problème. Il dit « ce que je vais dire est la réponse parfaite à ce dont on est en train de parler ». C'est exactement ça. Et un autre, plus familier, c'est carrément. Il a un peu remplacé complètement ou totalement. Oui, pour marquer une adhésion très forte. C'était carrément génial. Ou même dans un sens négatif, il a carrément refusé. Ce qui nous amène à la question des registres de langue. C'est vraiment une marque de maturité linguistique de savoir jongler avec ça. Précisément.
Très est l'intensificateur standard, le passe-partout. Dans un contexte formel, à l'écrit, on préférera extrêmement, considérablement ou profondément. Je suis profondément touché, par exemple. Voilà. À l'inverse, dans une conversation entre amis, super, hyper, vachement sont très courants. C'est vachement bien ou utiliser vachement dans un rapport professionnel serait pour le moins surprenant. Un peu, oui. Et c'est là qu'on voit que le choix d'un adverbe n'est pas seulement sémantique, il est aussi social. Il signale notre compréhension du contexte. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si on résume un peu ? Les adverbes sont bien plus que des mots de remplissage. Ce sont de vrais outils pour injecter de la vie, de la précision, de l'émotion. Du suspense même, comme on l'a vu. Oui, on a vu que la maîtrise passe par la connaissance de certaines règles, la formation, le placement, mais que le plus important, c'est de comprendre pourquoi on choisit un mot plutôt qu'un autre. Absolument. La vraie compétence vient de la pratique active, de l'écoute. Écouter comment les natifs jouent avec ces outils, et puis oser expérimenter soi-même. Ce n'est pas qu'une question d'exactitude, c'est une question de personnalité linguistique. C'est ça. Et les sources nous donnent des pistes concrètes pour continuer cette exploration. L'idée de tenir un journal adverbial est excellente. S'obliger à décrire sa journée avec des adverbes variés. C'est un très bon exercice. Ou plus simplement, prendre un article et surligner tous les adverbes pour prendre conscience de leur omniprésence. C'est en les remarquant qu'on commence vraiment à les intégrer. Et pour la pensée finale, j'aimerais revenir sur cette catégorie qu'on a juste mentionnée au début, les adverbes d'attitude. La source souligne que des mots comme « honnêtement », « apparemment » ou « malheureusement », ils révèlent ce qu'elle appelle la posture énonciative. La posture, c'est-à-dire ? C'est-à-dire son point de vue personnel sur ce qu'il est en train de dire. L'adverbe ne modifie plus l'action du verbe, il commente l'énoncé lui-même. C'est une sorte de mise en abîme de la communication. C'est un peu comme si le locuteur ajoutait une note de bas de page orale à sa propre phrase. C'est une image parfaite. Et ça nous amène à une question pour prolonger la réflexion. La prochaine fois qu'une personne utilise un adverbe comme « apparemment » pour dire « apparemment le train a été retardé » ou « honnêtement » pour commencer une phrase, quelle information est donnée non pas sur le retard du train, mais sur la perspective de cette personne, sur son rapport à l'information qu'elle partage, son degré de certitude ou la sincérité qu'elle veut afficher. C'est dans cette fine couche de sens que se cache, je crois, la véritable subtilité de la communication.